Info-Cité, une émission politique sur Plus FM. Parce que parler politique, c'est aussi et surtout parler de la vie de la cité. Tous les mardis, jeudis et samedis à 11h15 en direct sur Plus FM, en partenariat avec Run City 97.4. Info-Cité pour parler politique autrement. Info-Cité avec Jean-Pascal Jean. Jean-Pascal est son invité du jour. Bonjour Bernard, bonjour à tous. Oui, Info-Cité, bien qu'il s'intéresse aujourd'hui encore aux élections européennes cette fois, les élections européennes qui sont fixées, je vous le rappelle, au dimanche 25 mai 2014. L'invité ce matin, c'est Hugues Maillot. Hugues Maillot, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat tête de liste ultramarine de Debout la République pour les élections européennes 2014. Debout la République, c'est le parti de Nicolas Dupont-Aignan, qui était dans ce département pour 48 heures, qui est reparti hier soir. Qu'est-ce que ça fait d'être supporté, entre guillemets, par son patron, par son président de parti? Écoutez, ça fait du bien, d'abord, parce que Nicolas Dupont-Aignan est venu apporter son soutien aux candidats réunionnais, à la tête de liste, moi-même, pour lancer et à mes colistiers pour lancer cette campagne à La Réunion. Et puis pour dire un certain nombre de vérités qu'il y a parfois besoin que quelqu'un vienne nous dire de l'extérieur parce qu'on n'a pas envie de les entendre ici et qu'on donne pas l'espace à la parole. Alors c'est pas vrai dans votre radio, mais c'est généralement vrai dans les médias locaux. Donc il y a quand même une vérité qui aujourd'hui a été cinglante pendant son voyage, puisque ça a été reporté aussi par un certain nombre de médias, c'est que, et ça peut interpeller les gens, ça peut interpeller aussi bien les candidats que ceux qui s'intéressent à la politique, que les politiques. C'est, en clair, il a dit, la Réunion peut se passer de l'Europe. Il n'a pas dit la Réunion peut se passer de l'Europe. Il a dit la Réunion peut se passer des fonds européens. Ouais. Parce que les fonds européens sont en réalité des fonds de la solidarité nationale. C'est-à-dire que c'est la France qui paye. Parce que la France est ce qu'on appelle une contributrice nette, c'est-à-dire que la France donne plus d'argent à l'Union européenne qu'elle n'en récupère. Et ces 10 dernières années, la France a multiplié par 6 sa contribution à l'Union européenne, donc a aggravé par 6 son déficit vis-à-vis de l'Union européenne. Il y a 10 ans, on donnait 1 million d'euros par an, et aujourd'hui on donne 1 milliard d'euros par an, et aujourd'hui on donne 6 milliards d'euros par an. Et est-ce que dans ces 6 milliards, justement, on redistribue autant à la France et aux régions périphériques, donc aux DOM français, comme aide européenne, justement? Alors, j'essaie d'être plus précis. On donne 20 milliards par an, d'accord, et on récupère un peu moins de 14 milliards par an. D'accord. Donc, on a un solde déficitaire d'environ 6 à 6,5, 6,5 milliards d'euros par an. Donc, ça veut dire quoi, en réalité? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la France participe à l'effort d'élargissement de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'elle participe aujourd'hui davantage qu'hier au rattrapage des régions qui viennent d'entrer dans l'Union européenne, des pays qui viennent d'entrer dans l'Union européenne, c'est-à-dire les pays de l'Est, les anciens pays de l'Est. Et ce que nous trouvons anormal, c'est que la France le fasse alors que les régions, un certain nombre de régions françaises, et notamment les régions d'outre-mer, n'ont pas achevé le rattrapage économique et social. Et nous disons, charité bien ordonnée commence par soi-même, et la solidarité nationale doit d'abord permettre aux régions françaises les plus en retard de rattraper ces retards. Est-ce à dire, Hugues Maillot, que finalement, il faudrait d'abord, pour aider et boucler ce rattrapage structurel des départements, qu'on arrête d'intégrer de nouveaux pays au sein de l'Union européenne? C'est très clair, mais on savait bien que l'élargissement allait avoir comme conséquence de tarir en quelque sorte les efforts de la solidarité entre guillemets européenne vers les départements d'outre-mer. On le savait d'avance, c'est exactement ce qui est arrivé. Parce qu'aujourd'hui, la solidarité, on nous demande de payer 50 milliards, de faire 50 milliards d'économies. Au titre de la solidarité aussi. On nous demande de faire 50 milliards d'euros d'économies au titre d'un modèle qui consiste à imposer une monnaie forte, c'est-à-dire une monnaie qui est
handicap pour la croissance économique, pour l'activité et pour l'emploi en France. C'est-à-dire qu'il y a 2 raisons essentielles pour lesquelles notre pays est aujourd'hui en déficit de croissance économique. C'est l'euro qui est trop cher, qui est adapté à l'économie allemande, à quelques pays de l'Europe du Nord, et puis, mais qui est trop cher, trop fort pour les pays de l'Europe du Sud. Et la France se rapproche dans son modèle économique plutôt des pays d'Europe du Sud. Et on a vu la crise en Grèce et au Portugal. Exactement. Et cette situation fait que notre pays ne crée plus suffisamment d'activité, ne produit plus suffisamment de richesses. Et s'il y a un déficit, on va dire budgétaire, c'est d'une part parce que notre pays ne produit plus assez de richesses, d'autre part parce qu'il y a des économies également à faire sur les dépenses publiques. Mais on ne peut pas simplement faire tout porter sur les dépenses publiques parce que la conséquence, ça va être effectivement un véritable plan de rigueur vis-à-vis des Français les plus en difficulté. Et la Réunion fait partie de ces territoires les plus en difficulté qui vont le plus souffrir de cette politique d'austérité. Alors j'imagine que quand Nicolas Dupont-Aignan lâche ce genre d'informations dans un département comme la Réunion, qui vit sous perfusion, il faut le reconnaître quand même, sous perfusion économique, ça jette un froid quand même. L'explication mérite d'être explicite, d'être claire, d'être transparente pour accompagner ce genre de déclaration. Vous trouvez qu'elle l'est pas ? Si, moi je pense qu'elle l'est, mais est-ce qu'on était prêt à l'entendre aujourd'hui ? Est-ce qu'on était prêt à l'entendre justement parce que ce sont les élections européenne? Est-ce qu'on n'aurait pas pu l'entendre plus tôt, au moment des présidentielles, au moment des municipales, puisque il est clair aussi que les collectivités vont être rabotées quelque part par le gouvernement. On parle d'assemblée unique, on parle de supprimer les départements, on parle de fusion entre les régions. Écoutez, d'abord, l'élection européenne est quand même le rendez-vous pour lequel on doit parler de l'Europe et de la contribution de la France, de la politique européenne de la France, parce que tout ça, c'est la politique européenne de la France. Si on se retrouve dans cette situation où on est on va dire en déficit vis-à-vis de l'Union européenne, en déficit de crédit vis-à-vis de l'Union européenne, c'est parce que la France ne défend pas ses intérêts dans cette Union européenne, parce que nos dirigeants ne défendent pas les intérêts de la France. Donc maintenant, donc l'élection européenne était le bon moment pour en parler. Et puis Debout la République, c'est pas un mouvement qui est là pour dire, pour répéter les mensonges de l'UMP et du PS. Et c'est pas un mouvement qui est là pour alimenter non plus le vote extrême. On est là pour dire aux Français qu'il y a une voie raisonnable entre le système et les extrêmes. Et cette voie raisonnable, elle doit s'appuyer sur un discours de vérité. Voilà. Alors justement, cette voie raisonnable, c'est vous qu'elle allez apporter avec d'autres colistiers. On a lu quelque part que la liste était exclusivement composée de colistiers réunionnais. Non, c'est pas la vérité. Il y a une obligation. Il y a représentants d'outre-mer. Il y a une obligation d'avoir un représentant au moins par section. Il y aura effectivement majoritairement des Réunionnais, mais on aura également sur cette liste en très bonne position Teva Manutahi, qui est le représentant de Debout la République en Polynésie et qui a fait plus de 6% des voix aux dernières élections territoriales, plus de 10% des voix aux élections législatives. Nous aurons également des représentants des Antilles, bien sûr, mais c'est vrai que la Réunion va être l'armature de cette liste, parce que la Réunion est aujourd'hui certainement le territoire qui est le mieux à même de porter le projet républicain de Debout la République en Outre-mer. Par rapport à quelles circonstances? Par rapport à l'avancement, par rapport à la collaboration, en tout cas des besoins des moyens dont bénéficie la Réunion par rapport aux moyens européens? Parce que la Réunion a une vieille tradition gaulliste et républicaine. D'accord. Et pendant les 2 jours de la visite de Nicolas Dupont-Aignan, on a bien vu que il y avait un certain engouement, des retours très positifs, des gens qui attendaient qu'enfin une voix gaulliste forte s'élève à la Réunion, parce que c'est l'attachement à la France, l'attachement à la République c'est viscéral dans notre département. Et donc voilà, c'est pour ça aussi que je vous disais tout à l'heure que ça fait du bien parce que c'est un vrai coup de boost
est venu nous donner Nicolas Dupont-Aignan. Voilà. Alors justement, donc il y a d'autres colistiers des départements et territoires d'outre-mer. Chacun a sa particularité, sa spécificité. Quel est finalement le tronc commun à ce que vous puissiez travailler ensemble et représenter les DOM ou les régions ultrapériphériques, puisqu'il y a aussi cette notion de région ultrapériphérique prégnante à la Commission européenne. Comment vous allez organiser un petit peu tout ça ? Le point commun, c'est une certaine vision de la France, c'est-à-dire une vision où l'outre-mer a pleinement sa place pour participer au développement et au redressement national. C'est-à-dire qu'en Polynésie, comme en Nouvelle-Calédonie, comme aux Antilles, comme à La Réunion, nous sommes des patriotes et nous souhaitons contribuer au redressement de la France. Et nous pensons que l'outre-mer dispose des atouts qui peuvent permettre à la France de se redresser. À La Réunion, nous avons une zone économique exclusive très riche, nous avons une biodiversité végétale très riche, nous avons un potentiel touristique extraordinaire. Sur ces atouts, on peut construire des réponses qui, à la fois, vont apporter de l'emploi, de l'activité réunionnais, mais qui vont également permettre de participer à la création de richesses pour notre pays et qui vont participer au redressement de la France et au redressement de l'Europe, parce qu'on voit bien aujourd'hui que l'Europe, le projet européen, est à bout de souffle. La zone euro est la seule zone économique au monde qui est en situation de stagnation ou de récession, parce que il n'y a plus de projet, il n'y a pas de projet européen, il y a simplement un grand marché qui sert des intérêts bancaires, des intérêts financiers, mais il n'y a plus le souffle qui avait inspiré les pères fondateurs, bien sûr, mais aussi le général de Gaulle, qui avait réinitié la construction européenne autour de la réconciliation franco-allemande. Donc, l'idée, c'est à partir de l'outre-mer, participer à redonner du souffle à la France et du souffle à l'Europe. Avant qu'on en vienne justement pour le reste de l'émission sur effectivement le contenu, le projet que vous allez porter, que vous allez présenter, je voudrais encore rester 1 ou 2 minutes avant la pause sur le ressenti qu'a eu Nicolas Dupont-Aignan d'être à La Réunion, l'échange qu'il a eu avec les Réunionnais. C'est un échange très positif. On a senti qu'il y avait une attente. Il connaissait ce département ? Oui, il est déjà venu à plusieurs reprises. Donc d'abord, il a retrouvé La Réunion avec plaisir. Et puis ensuite, dans l'échange qu'il a eu avec nos compatriotes, il a bien senti que cet amour qu'il a pour l'outre-mer, il était temps que quelqu'un vienne le porter de nouveau, puisque depuis, on peut le dire, depuis Jacques Chirac, l'intérêt de nos hommes politiques nationaux pour l'outre-mer, c'est un peu estompé, beaucoup estompé, et nous sommes quantité négligeable pour eux. Et lui, il souhaite reprendre ce flambeau, cette vision de la France que défendait déjà, qu'a défendu le général de Gaulle, qu'a défendu à un moment Jacques Chirac, qu'a défendu à un moment Philippe Séguin, c'est-à-dire de considérer que la vocation, que le développement de la France ne se faisait pas que sur le continent, qu'il y avait une vocation aussi à parler au reste du monde, et une vocation du grand large, et que cette vocation-là, elle passe par l'outre-mer. Hugues Maillot, c'est compliqué aujourd'hui pour un parti comme Debout la République de se réclamer du général de Gaulle et des idées gaullistes et être confronté à cette forme de mondialisation où on ne gère plus grand-chose? C'est pas compliqué, c'est indispensable. C'est indispensable de s'accrocher à des références qui soient des références solides. Aujourd'hui, où sont les références? Où sont les repères? Est-ce que quelqu'un est capable de dire c'est quoi la différence entre la politique du Parti socialiste et la politique de l'UMP? Quelle que soit la question qui est traitée. On se retrouve aujourd'hui face à un gouvernement socialiste qui va porter un plan d'austérité alors qu'il s'est fait élire sur le contraire, sur la défense d'une Europe sociale. Ouais. J'imagine la désillusion. Moi, j'ai pas de désillusion parce que je m'y attendais, mais j'imagine la désillusion de tous ceux qui ont cru ou qui croient régulièrement aux discours qui sont portés par l'UMP et par le PS. Simplement, ce que nous leur disons, c'est
il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité. Vous n'êtes pas obligé d'aller vous exprimer dans les extrêmes, d'aller soutenir des gens dont l'histoire est sulfureuse. Il y a une voie raisonnable entre le système et les extrêmes. Il y a des gens raisonnables qui veulent défendre une autre façon de faire de la politique, c'est-à-dire une façon qui consiste à respecter ses engagements et à défendre les intérêts du pays. Je vous propose, on fait une première pause et puis on se retrouve pour la suite de l'émission. À tout de suite, Hugues Maillot. Info Cité, une émission politique sur Plus FM. Parce que parler politique, c'est aussi et surtout parler de la vie de la cité. Tous les mardis, jeudis et samedis à 11h15 en direct sur Plus FM, en partenariat avec Run City 97.4. Info Cité pour parler politique autrement. Info Cité avec Jean-Pascal Jeu. Parler politique autrement, Jean-Pascal et son invité. Voilà, donc l'invité ce matin, c'est Hugues Maillot, candidat à tête de liste ultramarin de la liste Debout la République. Donc vous êtes candidat à tête de liste pour les élections européennes 2014, élections, je le rappelle, qui vont se dérouler donc le dimanche 25 mai 2014. La particularité de ce scrutin européen, c'est que en règle générale, il y a beaucoup d'abstentions. Comment on peut effectivement susciter la curiosité, l'intérêt des gens pour ce mode de scrutin? Nous, on a une particularité, c'est qu'on est très loin déjà de l'Europe, on est très loin de la métropole. Comment faire comprendre à nos concitoyens qu'effectivement, on a tout intérêt, et pourtant, il y a des équipements, que ce soit des équipements structurels qui ont été financés par l'Europe, faire comprendre qu'il y a un intérêt à s'intéresser à ce qui se passe à la fois à Bruxelles et à Strasbourg et qui nous concerne au premier chef. D'abord en disant la vérité aux gens. C'est ce que Nicolas Dupont-Aignan a fait pendant 2 jours, en leur disant la réalité telle qu'elle est, c'est-à-dire en n'utilisant pas de faux semblants, en n'utilisant pas le paravent du beau projet européen qui aujourd'hui n'est plus défendu en réalité, en utilisant, en tenant un langage de vérité, parce que les gens sentent bien le décalage qu'il y a entre le discours et les actes. Et à partir du moment où ils sentent ce décalage, eh bien, ils n'ont pas envie de faire confiance à qui que ce soit. Ça va être compliqué le décalage parce que, imaginons demain qu'effectivement à Bruxelles il y ait un certain nombre de députés européens qui ne soient pas d'obédience socialiste, mais qui soient à l'opposé de la politique, en tout cas de la couleur politique et de la politique menée par l'actuel gouvernement. Comment tout ça va pouvoir s'articuler ? Écoutez, on est sur un enjeu qui est un enjeu européen avant d'être un enjeu national. Il faut bien voir ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Europe. Par exemple, Nigel Farage en Grande-Bretagne, qui est devant les conservateurs, juste derrière les travaillistes, qui va faire près de 30% des voix certainement. En tout cas, il est crédité de ce score dans les sondages, et qui est un exemple du fait que partout en Europe aujourd'hui, les euro-réalistes, moi je ne parle pas d'eurosceptiques, parce que quand on est sceptique, ça veut dire qu'on doute. On y croit plus. Et nous, on ne doute pas, on ne doute absolument pas du fait que la voie que nous empruntons est la juste voie. Et donc, partout en Europe, aujourd'hui, des voix se lèvent, des patriotes raisonnables se lèvent pour défendre une autre façon de construire l'Europe. Moi, ce que je crois vraiment avec conviction, c'est que le Parlement européen qui sera élu le 25 mai n'aura pas la même couleur ni la même saveur que le Parlement européen actuel, et qu'il va forcer les dirigeants de l'Union européenne, les dirigeants de la Commission, les dirigeants du Conseil, à infléchir de manière forte les politiques. Oui, parce que ça va être infléchir, mais ça va être aussi contrôler, parce que c'est aussi le rôle des députés européens, c'est de contrôler ce que le Parlement, ce que la Commission a décidé de mettre en place, d'imposer respectivement à chacun des États qui composent l'Union européenne. C'est aussi ça, ce rôle. Le rôle du Parlement européen, c'est de voter essentiellement de voter le budget de l'Union, de voter des règlements, des directives, qui s'imposent ensuite effectivement aux États. Aujourd'hui, ce qu'il faut refaire, c'est rebattre les cartes. En définitive, et c'est ce à quoi nous nous attacherons à Debout la République. Ce que nos députés feront au Parlement européen, c'est de rappeler que l'Europe ne doit pas s'occuper de tout.
L'Europe doit s'occuper des projets qui concernent tous les Européens, des projets transnationaux, des projets structurants. L'Europe doit faire ce que les États seuls ne peuvent pas faire séparément. C'est-à-dire porter des projets concrets comme le projet Airbus, comme le projet Ariane Espace. Ça, c'est des projets concrets qui ont fait avancer l'Europe. Ouais. Et c'est-à-dire, c'est aussi redonner certaines compétences aux États qui avaient été déléguées à l'Union européenne. Bien sûr, c'est lesquels par exemple. Écoutez, aujourd'hui, on est dans une situation où les États ont signé un traité. Le dernier traité, c'est un traité qui ficelle les budgets des États européens. Le traité de Maastricht. Non, c'est pas le traité de Maastricht, c'est le traité de stabilité budgétaire qui renforce encore les critères du traité fixé par le traité de Maastricht et qui verrouille la capacité des États à agir, à être maîtres de leur budget, alors que le premier acte de souveraineté d'un État, c'est de voter son budget. Aujourd'hui, on est obligé de passer par les fourches codines de la Commission européenne pour valider le budget qu'on va présenter à la représentation nationale. On marche sur la tête. Et les négociations sont âpres entre les États et l'Europe sur les budgets. Oui, et c'est anormal. Qui sont les commissaires de l'Union européenne pour imposer à un peuple le budget dont ils doivent se doter? Qui sont-ils? Sont-ils élus? Non. C'est la souveraineté nationale qui doit fixer son budget, qui doit fixer sa politique budgétaire. Nous devons aussi retrouver de la souveraineté dans notre politique monétaire. Aujourd'hui, tous les États qui réussissent dans la mondialisation, toutes les nations qui réussissent dans la mondialisation ont la maîtrise de leur monnaie. Que ce soit les États-Unis, que ce soit la Chine, que ce soit l'Inde, que ce soit la Grande-Bretagne, chacun a la maîtrise de sa monnaie. Et nous sommes dans un système à 28 où il faut qu'on se mette d'accord à 28 pour pouvoir déterminer ce que nous devons faire. Eh bien, les intérêts des uns n'étant pas les intérêts des autres, nous sommes immobilisés, empêtrés dans nos contradictions et nous n'avançons pas. Il y a par exemple une différence fondamentale entre la situation de l'Allemagne et la situation de la France. La situation de l'Allemagne, c'est un pays qui vieillit, qui a besoin pour continuer à produire, de faire venir de la main-d'œuvre des anciens pays de l'Est. Qui a baissé les taux de rémunération. Exactement. Et nous sommes un pays qui est encore jeune, qui est encore dynamique sur le plan démographique et qui a besoin de trouver de l'emploi pour sa jeunesse. Et on en sait quelque chose à La Réunion. Et donc on peut pas avoir les mêmes objectifs de politique économique et de politique sociale. Et c'est ces différences-là qu'il faut prendre en compte et qui doivent amener à ce que chaque pays puisse retrouver un peu de liberté, un peu de souveraineté, une capacité à agir, ce que nous n'avons plus aujourd'hui. Comment justement va se passer la défense des territoires comme les RUP, les régions ultrapériphériques, donc les départements d'outre-mer français, puisqu'il y a le poids des États déjà qui ont du mal à se faire entendre auprès de la Commission européenne, auprès du Parlement. Comment justement faire reconnaître l'intérêt de Bruxelles vis-à-vis de ces départements qui sont finalement quoi? On appelait ça les confettis à une époque, les confettis de la République. Comment faire reconnaître ces spécificités? Mais pourquoi devons-nous nous faire reconnaître par c'est extraordinaire. Non, je vous dis ça parce que il faut aussi qu'on fasse un peu allusion aux députés européens sortants actuellement en poste, qui nous sommes Argy, et qui a toujours dit son travail principal a été de faire reconnaître auprès des autres membres de la Commission européenne l'existence des régions ultrapériphériques qui n'étaient finalement jamais pris en compte par les parlementaires. Mais c'est ça qui est si vous voulez, présenter comme vous le faites. Je synthétise, on a envie de dire bravo aux députés sortants. Mais la réalité, c'est qu'est-ce que ça a changé dans la vie des Réunionnais tous les jours? Qu'est-ce que ça a changé que Monsieur le député soit parvenu à faire reconnaître notre situation? Aujourd'hui, nous avons des aides à l'agriculture, des aides à l'agriculture, mais je veux dire, la politique agricole commune est en train d'être démantelée par l'Union européenne. Ouais. On nous annonce la fin des quotas sucriers. Des quotas sucriers, tout d'accord. À fait. Donc, franchement, qu'est-ce que ça nous rapporte aujourd'hui, cette fameuse reconnaissance?
Je sais pas, dites-le moi, parce que c'est vous qui êtes candidat. Eh bien, moi, ce que je vous dis, c'est que nos départements, nos territoires sont une force d'abord pour la France et sont une force aussi pour l'Europe. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que la solidarité nationale, les collectivités locales aient les moyens d'agir pour valoriser les atouts de nos départements. C'est pas depuis Bruxelles, à travers des articles de traités abscons, enfin incompréhensibles pour la majorité de la population, qu'on va réussir à construire un projet pour l'outre-mer. C'est dans la prise en compte par la solidarité nationale, parce que c'est le bon échelon de solidarité, qu'on va pouvoir construire des projets. Aujourd'hui, on est dans un système où vous envoyez de l'argent à Bruxelles, la France envoie de l'argent à Bruxelles renvoie de l'argent à la Réunion, sur les territoires, mais elle le renvoie avec des contraintes, avec des normes, avec des règlements. Et des bilans adressés. Mais des règlements qui sont le plus souvent inadaptés à la réalité de nos territoires. On complexifie le système de telle sorte que finalement on n'est pas en mesure de porter. On perd plus de temps dans la bureaucratie, dans la technocratie, que dans du montage de projets. Ouais. Voilà. L'idée, ça serait quoi? Ça serait finalement de se tourner sans se couper de Bruxelles, sans se couper de Paris, d'avoir un rayonnement régional? L'idée, c'est en clair. Nous avons un grand problème de développement économique et de pauvreté dans les départements et territoires d'outre-mer. Cette question-là du développement économique et de la lutte contre la pauvreté, elle est de la responsabilité de l'État et des collectivités locales. C'est à elles d'agir dans ce domaine, en priorité. Et donc, il faut que l'État et les collectivités locales disposent des moyens, à la fois des moyens en termes d'autonomie réglementaire par rapport aux règles que l'Union aujourd'hui nous impose, et puis les moyens en termes budgétaires. Nous, ce que nous disons, c'est que si au lieu d'envoyer de l'argent à Bruxelles, on l'envoyait directement, l'État l'utilisait directement en lien avec les collectivités locales sur le territoire, on gagnerait beaucoup de temps, beaucoup d'efficacité, beaucoup de liberté d'action. Donc il faut revoir le fonctionnement. Il faut revoir le fonctionnement de l'Union européenne. Et puis la deuxième chose, c'est que l'Europe, elle doit s'occuper de ce qui est transverse, de ce qui transcende les États. Et sur ce plan, nos territoires ont aussi des choses à apporter. Je vous parlais tout à l'heure du développement touristique, de l'exploitation de la biodiversité végétale, de l'exploitation de nos richesses maritimes. Pour protéger et valoriser ces potentiels, sans doute faut-il, on voit bien l'immensité de la zone économique exclusive, et puis le fait que il n'y a pas que la France qui est intéressée par le développement de cette zone. Et certainement, là, il y a besoin d'Europe. Et il n'y a pas que la France et la Réunion qui bénéficient également des financements de la Commission européenne. Exactement. On le voit aux Seychelles, on le voit à Maurice, on le voit notamment au sein de la Commission de l'océan Indien, avec des financements de projets, notamment des hubs pour des ports, des équipements portuaires. Oui. Tout ça se faisant sans forcément qu'il y ait une cohérence. Alors justement, en mettant en concurrence les uns finalement avec les autres. Alors aujourd'hui, on ne dit pas, politiquement, les responsables ne disent pas, on ne les met pas en concurrence. On fait en sorte que les uns et les autres aient des équipements pour être complémentaires. Vous êtes d'accord, vous, avec ce discours? C'est théoriquement c'est en tout cas le discours qui est tenu par les bailleurs de fonds. La réalité, c'est que les échanges entre nos îles sont très faibles. Proche de zéro, on pourrait dire. Sont très faibles. Et lorsqu'ils existent, ils sont déséquilibrés. C'est-à-dire que l'Union européenne a passé des accords avec les pays de la zone qui fait que nous devons abaisser nos frontières douanières, mais que eux ne sont pas obligés de le faire et ne le font pas. Et historiquement, toutes nos îles, toute cette région est tournée vers l'Europe. En réalité, y compris dans son commerce et dans ses échanges. Donc si aujourd'hui déverser
des fonds européens sur la zone pour, vu la structure des échanges, c'est obligatoirement nous mettre en situation de concurrence. On le voit bien sur la desserte aérienne, sur la desserte maritime. Nous sommes en concurrence. Donc ce qui manque là aussi, c'est un projet fédérateur. Et on peut en construire. Je pense que sur la protection et la valorisation de la mer que nous avons en commun, il y a des choses à faire qui ont déjà commencé d'ailleurs. La COI a monté un programme de protection, on va dire concerté, commun d'une partie de l'espace maritime. On peut aller plus loin. On va en parler. On va justement aborder aussi cet aspect régional et puis aussi les aspects effectivement du programme que vous allez défendre, que vous allez présenter justement pendant cette campagne pour les élections européennes. On marque une dernière pause et on se retrouve pour la dernière ligne droite. À tout de suite. Info Cité, une émission politique sur Plus FM. Parce que parler politique, c'est aussi et surtout parler de la vie de la cité. Tous les mardis, jeudis et samedis à 11h15 en direct sur Plus FM, en partenariat avec Run City 97.4. Info Cité pour parler politique autrement. Info Cité avec Jean-Pascal Jeu. Et le dernier quart d'heure de cette émission, Jean-Pascal et son invité. Voilà, donc avec ce dernier quart d'heure, on va le passer toujours en compagnie d'Hugues Maillot, candidat et tête de liste ultramarine de Debout la République, candidat et tête de liste pour les élections européennes de 2014. Alors, dernier petit rappel quand même, puisque on l'a dit tout à l'heure, il y a quand même une grande désaffection vis-à-vis de ces élections européennes. Moi, je vous invite à aller voter, c'est le dimanche 25 mai 2014. Il y aura qu'un tour de scrutin. Oui. C'est une élection proportionnelle. Faut y aller. Voilà. Il faut y aller. Alors quel est l'avantage effectivement d'une élection proportionnelle comme celle-ci ? L'élection proportionnelle, c'est celle qui généralement laisse le plus de liberté aux électeurs de s'exprimer, puisque les élections majoritaires, uninominales ou binominales sont des élections qui amènent à, on va dire, à choisir, à faire un vote souvent utile pour celui qui a des chances de l'emporter. Là, l'élection proportionnelle, elle libère l'expression. Et elle permet certainement aussi pas des petits partis, mais en tout cas d'autres courants politiques ou d'autres partis politiques d'avoir des chances d'être présents. Tout à fait. C'est pour ça que par exemple on retrouve à Bruxelles, on retrouve les Verts pour une grosse majorité. On retrouve aussi beaucoup de partis d'extrême droite. Quelle va être un petit peu la cohabitation de ce Parlement européen ? Parce qu'aujourd'hui, en tout cas en ce qui concerne l'État français, on se rend compte qu'il y a un vote contre. Ou en tout cas qu'il y a la possibilité d'un vote contre, un vote sanction. Il faut faire en sorte que ce vote sanction se transforme en vote projet. Et positif. Et positif. Et c'est ça notre objectif à Debout la République. Nous ne sommes pas contre l'Europe. Nous sommes pour l'Europe et nous considérons que l'Union européenne a trahi le projet européen. Donc, il faut dénoncer l'Union européenne, mais il faut aussi proposer un vrai projet européen. Et le vrai projet européen, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est faire en sorte de rebattre les cartes, que l'Europe s'occupe de ce dont elle doit s'occuper, c'est-à-dire qu'elle fasse ce que les États seuls ne peuvent pas faire, et qu'on laisse aux États, qu'on laisse à la solidarité nationale le soin de faire ce qui relève de sa responsabilité. S'il y avait une chose qui était bien dans le traité de Maastricht, c'est le principe de subsidiarité, c'est-à-dire de faire en sorte qu'à chaque échelon institutionnel, chacun s'occupe de ses affaires. Et on voit bien aujourd'hui que ce principe de subsidiarité n'est pas respecté, puisque l'Union européenne s'occupe de tout. Et comme elle s'occupe de tout, elle s'en occupe forcément mal, et elle plaque sur nos territoires des normes, des règlements, une vision qui correspond à un projet, mais qui ne correspond pas aux besoins de nos populations. Quel est justement comment va se passer votre campagne électorale, campagne sur le terrain? Comment vous allez présenter votre projet? Est-ce que aujourd'hui votre projet est encore ouvert, prêt à accepter, à recueillir des impressions notamment des électeurs ou des gens que vous allez rencontrer dans le porte-à-porte? Comment ça va se passer? Cette campagne, ça va être une campagne de terrain, bien sûr. Nous allons aller à la rencontre des Réunionnais et nous allons leur expliquer ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire qu'une autre Europe est possible et qu'une autre Europe est possible pour faire en sorte qu'il y ait plus d'activités
plus de pouvoir d'achat, plus d'emplois. C'est possible à partir du moment où on sort de l'euro trop cher, à partir du moment où on protège nos entreprises dans le cadre d'accords équilibré, à partir du moment où on protège les acquis de la politique agricole commune, à partir du moment, et on peut aussi avoir plus de solidarité pour résoudre un certain nombre de problèmes comme l'illettrisme, comme les problématiques d'habitat, de logement, à partir du moment où on donne aux collectivités les moyens d'agir plus librement dans ces domaines, sans la contrainte et le carcan des normes européennes. Aujourd'hui, on a un peu l'impression que, tenez, on va prendre un exemple, il a été dit pas plus tard qu'il y a 24 heures ou 48 heures, que finalement l'octroi de mer n'était pas stoppé, on le reconduisait dans sa forme et dans le fond, mais on ne sait pas non plus pour combien de temps. Et on ne sait pas, finalement, vous, l'octroi de mer, qu'est-ce que vous en pensez? Il faut réformer l'octroi de mer. Il faut trouver un système qui soit plus juste par rapport au pouvoir d'achat, puisqu'aujourd'hui l'octroi de mer... Il finance principalement les collectivités. Alors, plus juste par rapport au pouvoir d'achat, parce qu'aujourd'hui l'octroi de mer est un élément d'opacité dans la construction des marges. C'est un élément de majoration des marges à l'importation. Et donc de renchérissement, voilà. Et donc de renchérissement des prix. C'est des taxes supplémentaires. Plus juste par rapport au pouvoir d'achat. Et plus efficace en termes d'action publique et de création d'activités et d'emplois, parce que ce qui crée l'activité et l'emploi, ce qui a un effet levier pour l'activité et pour l'emploi, c'est l'investissement public. Les investissements d'aujourd'hui font les emplois de demain, et donc on a besoin que les recettes qui sont issues de cette taxe soit orientée de manière beaucoup plus importante vers l'investissement public pour répondre aux besoins de rénovation des écoles, pour répondre aux besoins de rénovation des routes, pour répondre aux besoins de création de zones d'activité. Et donc, on a besoin de réformer le système parce qu'aujourd'hui, l'octroi de mer, c'est une pompe à fric de la consommation et c'est une pompe à fric du fonctionnement. Mais le fonctionnement des collectivités qui se développent majoritairement sur des actions de fonctionnement ne préparent pas l'avenir. Alors, il y a aussi un problème. Vous parlez d'avenir, justement, Hugues Maillot. C'est qu'il va falloir peut-être anticiper aussi un certain changement structurel en France. On parle de suppression de départements, on parle de collectivité unique, de fusion entre les régions. C'est aussi des municipalités qui vont se retrouver sous forme d'intercommunalité. Faut anticiper tout ça quand on se prépare une campagne européenne. Et vous y comprenez quelque chose? Non, pas toujours. À la aux réformes territoriales successives que nous ont préparé les gouvernements et qui n'ont jamais réussi à appliquer. Et on nous dit que c'est aussi pour des notions de rigueur budgétaire. Et qui n'ont jamais réussi à appliquer. Ouais. La réalité, c'est que ça fait 20 ans qu'on nous parle de regroupement de communes, mais qu'en réalité, le nombre de communes en France est resté le même. Par contre, on a ajouté une strate supplémentaire qui est l'intercommunalité. On a rajouté des couches au millefeuille. Nous, ce que nous pensons à Debout la République, c'est qu'il faut revenir à un schéma beaucoup plus simple. Le schéma beaucoup plus simple, c'est plutôt les communes, qui sont l'échelon de proximité de l'action publique, les départements, sans doute à un nombre plus réduit, mais le département a sa légitimité, et puis l'État. Et c'est une autre façon de simplifier le paysage. Là, on a un recul de la proximité. Dans ce que Manuel Valls a annoncé, c'est-à-dire la suppression des départements, le développement de l'intercommunalité, la fusion des régions. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on fait dans ce recul de proximité? On éloigne toujours plus le citoyen des lieux de décision. Voilà, on éloigne toujours plus le citoyen des lieux de décision. C'est-à-dire qu'on fait toujours plus des Françaises et des Français, on veut faire d'eux des sujets, des objets, mais pas des acteurs du développement. Et nous pensons que l'organisation politique, elle doit faire des citoyens des acteurs du développement économique, social, culturel du territoire. C'est en faisant en sorte que c'est le fameux esprit de la participation cher au général de Gaulle. C'est à partir du moment où les gens sont des acteurs que le territoire se développe, que les opportunités se créent. C'est l'intelligence des hommes et des femmes, c'est en remettant les hommes et les femmes au cœur de l'action publique, en termes à la fois d'objectifs et de leviers qu'on va réussir à développer. C'est pas en faisant
d'eux des consommateurs à tout crin. Mais quand je disais tout à l'heure aussi, il faut peut-être anticiper le futur sur effectivement des modifications en ce qui concerne le fonctionnement du territoire. Il faut aussi avoir un relais dans ces territoires. Un député européen, imaginons demain, on va se projeter dans le futur. Vous êtes, et je vous le souhaite, vous êtes élu. T'es gentil. Non, ben, vous défendez des idées, vous avez un projet. Comment après justement établir ce relais avec le territoire pour mesurer à la fois les envies, les besoins et contrôler effectivement ce qui se fait sur ce territoire en termes de projet, en termes de réalisation. C'est le travail parlementaire, un travail qui doit se faire sur les dossiers, un travail qui doit se faire dans la relation avec les collectivités, mais aussi avec les hommes du territoire. Donc c'est en étant présent à Bruxelles, à Strasbourg et sur le territoire qu'on fait avancer les projets. Et là, pas de clivage politique, impossible. Juste défendre des idées, des valeurs. On n'est pas la défense des idées et des valeurs n'a de sens que si elle a on obtient un résultat concret. Le drame de cette construction européenne aujourd'hui, c'est qu'on nous parle d'Europe, mais qu'en réalité, depuis 30 ans, le projet européen régresse, puisque l'Europe a trahi sa promesse. L'Union européenne a trahi la promesse de liberté, de paix et de prospérité portée par le projet européen. On est dans une escroquerie monumentale parce que justement, on a perdu, ceux qui nous gouvernent au plan européen n'ont pas le sens des réalités, ne savent pas ce qu'est le territoire, n'ont pas de compte à rendre. Ils sont dans leur tour d'ivoire, la tour d'ivoire de la Commission européenne, de gens qui sont absolument pas élus, qui ne savent rien et qui n'ont rien qui n'ont pas de compte à rendre, sinon au lobby qui les assaille pratiquement quotidiennement. Il y a plus de lobbyistes à Bruxelles ou à Strasbourg qu'il y a de députés européens ou qu'il y a de membres de la Commission. Il faut bien dresser quand même un bilan de cette mandature européenne en ce qui concerne la France ou certains représentants de l'outre-mer français. Vous en tirez quoi comme bilan, vous? Je trouve que si on considère que qu'écoper avec la petite cuillère, avec une petite cuillère sur un bateau qui est en train de couler, que c'est bien, que c'est suffisant, je pense que voilà, on est dans une situation où on écope, où nos députés européens ont pris la petite cuillère et ils ont écopé. D'accord. Ouais. Mais ça n'a pas empêché le bateau de couler. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il est possible, justement, pour un pays ou pour un des représentants des députés européens d'un pays de se faire entendre vis-à-vis des autres députés européens, puisque, on l'a dit tout à l'heure, chacun a sa spécificité. Mais c'est là que on sent bien que c'est pas un député européen seul, c'est une prise de conscience d'abord au plan national. Il est illusoire de croire que qu'une région ultra-périphérique peut obtenir des résultats, obtenir des choses de l'Union européenne si en réalité elle n'est pas ardemment soutenue par la nation. Hugues Maillot, on sait aussi pertinemment qu'à Bruxelles, ce qui fonctionne, ce sont des groupes. On réunit, on regroupe des parlementaires au sein de groupes. On crée des lobbies aussi à Bruxelles pour faire passer des projets. Oui, on crée des groupes, mais tout ça est stérile aujourd'hui. Sauf pour les intérêts de ceux qui montent les groupes. Oui, mais aujourd'hui tout ça est stérile, voire même est contre-productif. La Réunion, il y a 30% de chômage, 50%, plus de 56% des jeunes qui sont également au chômage. Qu'est-ce que le système actuel leur proposé? On était avec Nicolas Dupont-Aignan, on était à la rencontre d'étudiants cette semaine et on était frappé par le pessimisme de la jeunesse réunionnaise. À la fois, on est frappé par sa capacité à proposer des choses parce que la jeunesse réunionnaise a des compétences, elle a de la volonté, elle est formée, elle a de l'énergie, mais on était frappé aussi par le pessimisme. Et nos jeunes ne croient plus en l'avenir. Et si la jeunesse ne croit plus en l'avenir, quel avenir nous préparons? Vous leur avez dit quoi justement pour essayer de rebooster cette envie? Nous leur avons dit qu'il n'y a pas de projet qui vaille, qui ne mette pas au cœur la liberté et la dignité de l'homme,
que chaque jeune aujourd'hui à La Réunion a un potentiel et que le rôle du politique, c'est de développer ce potentiel, de les aider à se développer ce potentiel et qui doivent juger l'action publique au regard de la capacité, de la capacité de nos hommes et de nos femmes politiques à les aider à développer leur potentiel, à les aider à sortir du clientélisme, de l'assistanat, de la pensée unique qui les enferme dans une forme d'esclavagisme. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une espèce de réveil générationnel ? Je crains que ce réveil générationnel se fasse, mais qu'il se fasse en renversant la table. C'est-à-dire au détriment au pessimisme. C'est le pessimisme Je crains que ce soit le pessimisme qui l'emporte et qui amène notre jeunesse à renverser la table. Et quand on renverse la table, on ne sait pas sur quoi on peut tomber. Hein. Bon. Luc Maillot, en tout cas, merci d'avoir répondu présent et d'avoir accepté cette invitation, cette émission. On va vous souhaiter une bonne campagne. Je vous remercie. Et puis, écoutez, on espère en tout cas vous recevoir prochain jour pour une autre émission. En tout cas, merci à vous et bonne campagne. Et puis, bonne journée à l'écoute de Plus FM.